Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, une école menacée par des groupes armés dans le département du Mungo. Un enseignant a été menacé de mort s'il venait à dispenser les cours. La scène se déroule dans une école en Banga. Les 4 présumés auteurs, présentés comme des Amba Boys, sont aux arrêts. Des experts en économie interpellent le gouvernement sur les risques de surendettement du Cameroun et préconisent une réduction du train de vie de l'État pour amortir les chocs provoqués par la pandémie de coronavirus. Cette sortie intervient en pleine session budgétaire au Parlement. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cet incendie survenu au marché du Fundi à Yaoundé, dans la région du centre. Des flammes ont ravagé une bonne partie d'un supermarché bien connu dans la cité capitale. Aucune perte en vie humaine, certes, mais d'importants dégâts matériels. Les commerçants sont sans voix à l'approche des fêtes de fin d'année. Le récit des faits avec Rodrigue Ngassi et Aïe Cyril. Au dernier étage de cet immeuble de 3 niveaux, en plein cœur du marché du Fundi à Yaoundé, les flammes consument presque tout. Selon des témoins, l'incendie se serait déclaré alors que le marché grouillait déjà de monde. On est resté seulement, on a constaté qu'il y avait l'incendie dont le feu avait pris toute la passerelle du haut. Violent, vraiment violent, un grand feu. Ça a causé un chauffage excessif à ce niveau, dont la chaleur était vraiment extrême. Le supermarché qui brûle est populaire et bien connu à Yaoundé. Mais vu l'intensité des flammes, l'intervention des populations n'est pas évidente. Les gens fuient de partout parce qu'à l'heure-ci, personne ne peut s'arrêter. Avec le moyen qui est difficile, si n'importe qui se sauve seulement. Parce qu'à l'heure-ci, c'est chaud, hein. Ça ne donne pas. Ce n'était pas du genre qu'on dit au quartier qu'il faut porter le sable, aller verser là. On ne pouvait pas accéder au dernier niveau. Finalement appelés à la rescousse, les sapeurs-pompiers vont réussir à éteindre le feu. Pour cela, ils vont user de nombre de stratagèmes, en positionnant notamment des échelles afin d'accéder au 3e étage de l'immeuble. Sur les causes de l'incendie, d'aucuns évoquent soit une main criminelle, soit une mauvaise installation électrique. Ça peut être une mauvaise installation, comme toujours. La zone est d'abord très dense, les trucs sont collés comme ça, avec les fils qui passent partout. On ne sait pas où le feu peut sortir. Aucune perte en vie humaine au terme de l'incendie, mais d'importants dégâts matériels. Selon des indiscrétions, l'espace parti en fumée au 3e étage servait d'entrepôt ou de magasin pour le stockage de la marchandise. Les 2e et 1er étages, ainsi que le rez-de-chaussée, étant quant à eux réservés à l'activité purement commerciale. Je vous le disais en titre, le temple du savoir est-il finalement devenu un lieu de haute insécurité? La question se pose après l'interpellation de 4 jeunes élèves actuellement gardés à vue à la brigade de gendarmerie de Mbanga dans le département du Mungo. Présentés comme des Amba Boys, ils sont accusés d'avoir proféré des menaces de mort à un enseignant s'il venait encore à dispenser les cours. C'est sur une note affichée sur le tableau que le message a été dévoilé à la grande surprise des élèves et des enseignants. Le récit de Jean-Paul Chouniat. Détenus à la brigade de gendarmerie de Mbanga dans le Bungo, ces 4 gamins, présentés comme de présumés Amba Boys, auraient affiché ce bout de papier dans leur école pour menacer de mort un enseignant si ce dernier venait à dispenser ses cours. 0 école demain, monsieur lui. Si vous tentez, nous reviendrons ici, armes au poing, peut-on lire en substance. Selon les témoignages des élèves, l'avertissement affiché sur le tableau noir a même créé la panique générale dans tout l'établissement. J'ai demandé aux élèves, pourquoi fuyez-vous?
J'ai demandé aux enfants qui avez-vous croisé à l'école. Ils m'ont dit avoir vu un certain Tani Jackson et un autre Ashou Junior. Descendu sur les lieux en compagnie des forces de maintien de l'ordre, le sous-préfet de Mbanga conseille à tous les élèves de dénoncer tout suspect rôdant dans les parages. Tout individu que vous repérez dans l'enceinte de votre école ou votre village, déclarant que nul ne doit aller à l'école, ils tiendront au courant le directeur qui me saisira et je saurai quoi faire. Je suis donc là aujourd'hui pour vous dire, mes chers amis, vous devez aller à l'école. Des enquêtes sont donc en cours pour déterminer si ces 4 élèves interpellés auraient été manipulés ou alors auraient ourdi d'eux-mêmes ce plan de déstabilisation de l'école dans l'arrondissement de Mbanga. Et si l'insécurité a fait son niche en milieu scolaire dans le département d'Union et les régions du centre, de nombreuses écoles publiques peinent à sortir de terre. Les salles de classe sont quasi inexistantes. Les bâtiments construits il y a plusieurs années menacent de s'effondrer et le corps enseignant et les élèves travaillent dans des conditions difficiles. On voit tout cela dans ce reportage que signent Joël Niem et Gladys Sidi. École publique de Matom dans le département d'Union et les régions du centre. Les bâtiments vétustes menacent de céder par endroits. Dans ce qui sert de salle de classe, des tables bancs sont inexistants. D'autres bâtiments encore en cours de construction ont été abandonnés. C'est dans ces conditions que de nombreux élèves reçoivent le savoir. Cette pièce, construite en terre battue, servait autrefois de cadre scolaire aux apprenants. Le bâtiment a été délaissé il y a 1 an au profit d'un autre, construit en matériaux définitifs, plus appropriés pour les jeunes apprenants. Le souhait des populations dans le département d'Union et Kélé, c'est de voir de telles initiatives se multiplier. D'abord, c'est un monsieur qui nous avait octroyé une vieille cuisine. Vraiment, c'était très lamentable. Les enfants s'essayaient sur les parpaings, s'asseyaient sur les parpaings. On se démerdait tant qu'on pouvait. Mais avec la venue de l'actuel inspecteur, il a fait le tout pour que nous ayons au moins ce bâtiment-là. Mais vraiment, si vous voyez, les maîtres, nous vraiment nous tenons à féliciter les maîtresses qui ont travaillé à ce temps-là. Il y a quelques maîtres qu'on envoyait pour travailler. Là, ils refusaient, ils disaient qu'ils n'enseignent pas dans les cuisines. Les chèvres, les poules, tout était dans la maison. Donc, mais le résultat était là. Pour atteindre l'objectif qui est de miser sur la jeunesse, les élites se sont mobilisées en vue de participer au plein épanouissement des élèves et enseignants. Dans leur élan, des fournitures scolaires ont été remis aux apprenants. Le regard d'un enfant quand il est heureux, il n'y a pas mieux. Et de savoir que demain, un enfant qui n'avait pas de livre peut lire, peut écrire, peut quand même amener ses outils de travail, de classe en sécurité hors de la pluie. C'est pour ça qu'il y avait des cartables. Et bon, on ne peut pas faire moins bien, il faut faire mieux encore. Le département entend se développer et cela passe par la contribution de tous. Fait-on savoir dans le Nyong et Kélé. Et dans le département de la Sanaga-Maritime, les coupures d'électricité font rage dans les arrondissements de Dizangué et de Mouanko. Les populations subissent les coupures intempestives depuis plusieurs semaines. Cette situation est due, selon elles, à la qualité approximative des installations et même des poteaux électriques défectueux. Le reportage d'Eko Kalobé et de Kediara. Alors que la saison sèche, moment par excellence des délestages, pointe doucement à l'horizon, les populations de Mouanko et d'Izangué vivent au gré des coupures de l'énergie électrique. Toutes les 2 semaines, 1 mois, on a ces problèmes. Coupure de lumière intempestive. Vous gardez vos choses au congélateur, ça se gâte. À présent, tout le monde ici est sans lumière depuis 3 semaines. Une situation qui a des effets graves sur le fonctionnement de ces arrondissements qui, sans électricité, tournent au ralenti. Nos frères à Mouanko là-bas, ils ont une morgue. Nos frères meurent là-bas. Ils sont gardés à la morgue. Ils commencent à se décomposer. Vous-même voyez dans quel état, depuis 3 semaines, sans lumière, tout est en arrêt, tout est pourri. Hein? Si vous-même vous avez les frères que vous avez mis à la morgue qui se décomposent, vous pouvez être content.
À la question de savoir ce qui suscite autant de coupures, un doigt accusateur est pointé sur la qualité des poteaux utilisés. Ça, je peux appeler ça la négligence. Parce que vous ne pouvez pas venir prendre des poteaux en bois, mettre dans des marécages. Sachant qu'il y a des marécages, ces poteaux ne tiennent même pas 2 mois, ils sont à terre. Dans les marécages, est-ce qu'un poteau peut rester dans le marécage? C'est pour ça qu'on demande qu'on nous mette des poteaux en béton ici, comme celui où je suis là maintenant. S'il y a des poteaux comme ça, on va vivre sans problème. Pendant ce temps, Eneo Cameroun, que nous avons contacté pendant que nous produisons ce reportage, nous parle d'un programme d'aménagement de son réseau de distribution qui est en cours sur l'étendue du territoire national. Un programme qui fait un mixage entre des poteaux électriques, métalliques et en bois. Pour le cas des arrondissements de Mouanko et de Dizangué, Eneo Cameroun leur demande de faire preuve de patience d'ici à ce que le programme arrive dans leurs arrondissements. On parle économie à présent. La dette du Cameroun inquiète les économistes qui prédisent un surendettement si rien n'est fait pour amortir les effets provoqués par la pandémie de coronavirus. C'est du moins ce qui ressort de l'étude critique de l'exécution du budget 2020 réalisée par la CAFO Policy Institute. Les économistes donc proposent au gouvernement la suppression des taxes qui n'ont pas d'incidence sur l'activité économique et la réduction du train de vie de l'État. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Si les économistes sont d'avis que la dette du Cameroun reste viable, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un risque élevé de surendettement extérieur. En ce moment, la dette représente exactement 39,5% du PIB, qui est bien en deçà de la norme communautaire 70%. Mais si rien n'est fait, si l'État ne prend pas en compte le remboursement, au moins le remboursement du service de la dette parmi ses priorités, vous convenez avec moi que si on intègre les effets, les répercussions économiques et sociales qui sont liées à la pandémie du coronavirus, la dette peut s'avérer non viable dans les mois à venir. Certes, le gouvernement a fourni quelques efforts en matière budgétaire à travers la loi de finances rectificative du 3 juin 2020. Mais ces efforts demeurent insuffisants pour développer un secteur manufacturier sain, compétitif et diversifié, capable d'inverser la structure du commerce extérieur. Pour ce qui concerne la compétitivité, les questions liées à la créativité, le budget du Cameroun n'a consacré en 2020 que 0,63%. Je crois que c'est insignifiant. Il y a nécessité d'améliorer quelque chose dans ce sens-là. Il convient pour notre pays aujourd'hui d'investir suffisamment pour que la création de richesses soit portée par le privé. Nous sommes autour de 27,5 milliards simplement. Je crois que ce n'est pas intéressant pour un pays comme le nôtre qui met l'économie numérique et l'agriculture au cœur de son activité de relance économique. Il y a donc fort à faire pour non seulement accroître la productivité de l'économie à travers l'intensification des activités minières, sylvo-agro-pastorales et piscicoles, mais également promouvoir durablement le Made in Cameroun et ainsi ouvrir le pays à la concurrence. Il faut savoir déjà que l'efficacité de la politique budgétaire est conditionnée par les orientations de l'État en matière structurelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons un accent sur la libre entreprise. Pourquoi? Parce que si l'État encourage, si l'État met un accent sur la promotion de la libre entreprise, il y aura davantage des entreprises qui vont entrer sur le marché et cela va conséquemment agrandir, élargir l'assiette fiscale. Il faut supprimer les dépenses de fonctionnement. Pourquoi? Parce que ces dépenses n'apportent rien, aucune valeur ajoutée à l'économie. Entre autres recommandations formulées par les chercheurs de CAFO Policy Institute, la réduction du train de vie de l'État qui reste problématique, l'amélioration du niveau des dépenses en capital ou en investissement, et ce dans tous les sous-secteurs d'activité à forte compétitivité, puis la suppression des charges fiscales dont l'impact sur la croissance est négligeable, notamment celles qui découragent le libre marché. Des recommandations et bien d'autres qui tombent à pic, puisque l'examen de la loi de finances 2021 est imminent au Parlement. Et rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun, où l'exploitation forestière de Bitom est au cœur d'une vive controverse. Des journalistes descendus sur le terrain pour effectuer des travaux d'enquête, notamment sur l'impact de cette gestion sur le quotidien de vie des populations, ont été interpellés puis relâchés quelques jours plus tard. Ils sont accusés de manipulation de l'opinion publique sur un projet étatique visant donc à doter Bitam du NUEFA afin de mettre fin au pillage des forêts. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Issam.
La problématique de l'exploitation forestière dans la zone de Bitom, arrondissement de Bitaréouya, un sujet à la une des journaux et qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, on enregistre des éclats de voix dans ce qu'il est convenu d'appeler pillage indescriptible de la forêt de Bitom. Le projet étatique de création d'une UFA dans la zone rencontre une farouche opposition des exploitants des forêts communautaires. Il y a ce projet de l'État de classer une zone de forêt pour une exploitation en RFA qui a fait beaucoup de bruit pas du côté des populations puisque les populations ont été suffisamment sensibilisées et ont d'ailleurs donné leur quitus et attendent de tous leurs vœux que ce projet qui est salutaire pour elles. Ces exploitants forestiers déterminés à poursuivre le pillage du bois usent de manipulation en insinuant l'opposition des populations riveraines au projet d'UFA. D'où l'omniprésence de l'administration pour faire respecter la loi. Le problème de l'UFA de Bitom, en réalité, peut paraître compliqué, mais il est très simple. Il est très simple, il faut suivre et respecter la loi. Si nous nous accordons à suivre et respecter la loi, le problème de Bitom ne se serait même pas posé. Nous restons fermes, nous disons non au pillage de la forêt et nous pensons que les populations riveraines devraient également pouvoir jouir des fruits de l'exploitation forestière. La création d'une UFA permet d'encadrer l'activité dont les retombées ne bénéficient pas toujours aux riverains. Nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. On les exploitants même, en passant, ils ne nous disent pas bonjour. Actuellement, le bois sort dans nos secteurs. Oui, on ne voit rien. L'argent là pas haut, on ne sait pas. Donc, ça fait tellement mal. En implantant une UFA quelque part, c'est comme si vous êtes venu dans une zone où vous avez un foyer reconnu criminogène et vous implantez une brigade de gendarmerie. Tous les bandits vont vous dire qu'ils sont contre l'implantation d'une brigade de gendarmerie. Les journalistes, selon l'autorité administrative, ne semblent pas jouer franc jeu dans cette cacophonie. Si un journaliste se retrouve dans une manipulation de l'opinion publique qui peut dégénérer en trouble à l'ordre public, c'est l'obligation du préfet de faire interpeller cet individu. Cette dame qui malheureusement travaille pour un organe étatique et qui se retrouvait en train de faire des choses qui ne s'expliquent pas. Je pense que sa hiérarchie a été informée de la situation et c'est à sa hiérarchie de tirer les leçons. Et pour que force revienne à la loi, surtout que les populations bénéficient de cette manne forestière, l'autorité administrative entend jouer son rôle de garante de la sécurité des personnes et des biens. De l'Est, rendons-nous à présent à l'Ouest Cameroun. Là-bas, de nombreuses villes croupissent sous le poids des ordures ménagères et autres déchets. D'ailleurs, la gestion de ces déchets demeure un casse-tête aujourd'hui au Cameroun. Le manque de moyens financiers ainsi que de ressources humaines plombe l'activité. C'est le cas à Tchang où les municipalités s'activent afin de redorer l'image de leur municipalité. Le reportage de l'Éclat Sakem. Des montagnes de déchets et des langues de boue puantes rencontrées à différents points des rues des villes camerounaises. On n'arrive pas à respirer, donc la poubelle nous nuit à tout moment. Tu es à la maison, même manger, tu n'arrives pas parfois. Donc, comme la mairie est en train de travailler sur ça, espérons qu'avec le temps, ça va aller. Il faut que vous voyez, il y a un coup d'eau ici, là où on lave les habits. Avant de finir, tu es mal à l'aise. Au regard de cette insalubrité qui caractérise la presque totalité de nos villes, il est établi que la question de gestion des déchets demeure une préoccupation majeure pour de nombreuses municipalités au Cameroun. La ville de Tchang, département de la Minois, n'est pas exempt de cette réalité. Tout ce que nous faisons doit être le reflet des désirata de nos populations. Et quand ces acteurs majeurs sont là, ça signifie que nous sommes tous préoccupés
par la question de l'assainissement parce que c'est cela qui nous amène ici. L'AMJED est l'institution qui a été créée au sein de la commune de Tchan pour aider à assainir le territoire de notre municipalité. C'est d'abord cette collecte de déchets pour libérer les différentes servitudes, pour permettre aux populations de vivre dans un cadre d'hygiène et de salubrité. Le manque de moyens de collecte et autres entorses sont recensés pour des municipalités qui se débrouillent à sortir la tête de l'eau. Malgré cette énorme difficulté, de petits points sont marqués par certaines de ces collectivités qui mettent en place des stratégies de collecte à travers des établissements communaux à l'instar de l'AMJED. Une campagne pour l'adhésion au service de précollecte participative. Et au bout d'un mois, nous avons quand même 700 personnes qui ont pu souscrire à ce service. Ce qui laisse croire que beaucoup de gens aujourd'hui, en regardant l'environnement urbain qui devient de plus en plus très belle au sein de la commune de Tchan, ont envie de mettre la main à la pâte pour que ce travail-là permette à chacun de bien vivre dans notre ville. Il faut un accent sur la voirie urbaine qui cause des pannes sur nos tricycles et sur les véhicules qui nous ont été transférés par la commune. Également, j'ai énoncé une difficulté sur le personnel, parce que le personnel de l'agence municipale reste très insuffisant par rapport au volume du travail que nous avons aujourd'hui dans la ville. Et en dernier plan, j'ai énoncé notre difficulté sur le renforcement de capacités. On va continuer à travailler pour que les capacités du personnel de l'agence municipale soient de plus en plus renforcées. Une tractopelle a récemment été acquise pour une action plus efficace dans la collecte des déchets dans la cité universitaire ainsi que le curage et drainage des cours d'eau. Mais un autre pan de l'assainissement est celui des déchets liquides, notamment les boues de vidange qui restent ignorés par la presque totalité des services spécialisés des communes camerounaises. Une autre santé à présent, une trentaine de tradipraticiens bénéficient donc d'une formation sur le processus de fabrication, de transformation, de dosage et de conservation des médicaments traditionnels améliorés. L'initiative de l'Institut de recherche médicale vise à les arrimer aux normes de l'OMS au moment où la médecine traditionnelle marque de bons points avec son apport dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Rodrigue Ngasti, Marcelin Gansop. 80% de la population camerounaise recourt à la médecine traditionnelle pour se soigner. Cette médecine dite alternative a davantage pris du galon avec le coronavirus qui a été vaincu dans certains cas par des solutions locales, à l'instar de celles proposées par Monseigneur Samuel Cléda. Le Covid-19 est arrivé comme une occasion pour que le monde entier reconnaisse la médecine qui a été pratiquée du 1er au 19e siècle par nos aïeux. Malheureusement, dans le pays camerounais, il n'y a pas une législature qui protège ce domaine de la médecine. Et pourtant, 80% des populations camerounaises font recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé. Mais faut-il pour autant ouvrir la porte à tous ceux qui la frappent? Les experts sont d'avis que seuls ceux qui le méritent doivent avoir voix au chapitre. Est-ce qu'on va laisser le milieu que chacun entre dedans? Non. L'OMS a prescrit un standard. Pour que la médecine traditionnelle soit valorisée dans chaque pays africain, il faut d'abord les former. Parce que si tu les formes, c'est bien pour la santé du Camerounais. Si tu ne les formes pas, on risque de contamination, on risque les surdoses, on risque ineffective et machin. Donc, comment maintenir le produit traditionnel pour que ça soit la même activité aujourd'hui, demain et prolongation. Pourquoi on peut aussi exporter à d'autres pays, pourquoi pas? Pendant 3 jours, une trentaine de praticiens de santé, parmi les plus respectés, ont reçu divers enseignements dans plusieurs modules qui vont les sortir du circuit de la débrouillardise et du bricolage pour les placer sur la voie de la reconnaissance tracée par l'OMS. J'ai compris que je peux encore plus, n'est-ce pas, améliorer cette pharmacopée traditionnelle-là pour qu'elle puisse être plus efficace et connaître exactement les principes actifs qui se trouvent dans les produits dont j'administrais à mes patients. Beaucoup parmi nous n'avaient pas les rudiments modernes de travail. Moi, j'ai apprécié la collaboration que l'IMPM nous a proposée afin que désormais on puisse s'arrimer à toutes les méthodes de standardisation. La formation initiée par l'IMPM sous le couvert du Centre de recherche en plantes médicinales et de médecine traditionnelle et du Centre de recherche médicale intervient après la conférence organisée en juin dernier à l'Assemblée nationale sur la place de la médecine traditionnelle dans l'offre de soins au Cameroun. Il est question pour l'IMPM d'encadrer les tradipraticiens
pour les bonnes pratiques de la médecine traditionnelle, aussi bien pour le diagnostic que pour la transformation, les produits, ce que nous appelons ici médicaments traditionnels améliorés. Aux dernières nouvelles, l'avant-projet de loi relatif a été enfin dépoussiéré pour un examen approfondi par le gouvernement et d'autres parties prenantes de la médecine traditionnelle. L'actualité à l'étranger à présent en Côte d'Ivoire, comme il l'avait promis lors de sa campagne électorale, le président ivoirien Alassane Ouattara vient d'ordonner la remise du passeport de Laurent Gbagbo. Cette décision a été rendue publique ce vendredi. Ce document va donc permettre à l'ex-président ivoirien de regagner la Côte d'Ivoire après près de 10 ans de bras de fer avec la CPI, la Cour pénale internationale. Ce geste d'Alassane Ouattara constitue, selon plusieurs, un acte fort de décrispation du climat politique tendu depuis plusieurs semaines après sa réélection contestée. Le cas Laurent Gbagbo avait d'ailleurs été évoqué lors de la rencontre entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié. Et toujours en Côte d'Ivoire, le dialogue entre les membres du gouvernement et les leaders politiques de l'opposition se poursuit. Deux proches de l'ex-président Laurent Gbagbo se sont entretenus hier avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont cette rencontre s'inscrit toujours dans une volonté d'apaiser les tensions dans le pays. L'actualité sportive à présent sport football. Malgré le match à huis clos, les supporters et les fans des Lions se sont donc massivement mobilisés pour pouvoir encourager leur équipe en grand nombre. Ils chantaient et dansaient devant la grille du stade de la réunification de Douala. Le reportage de Raoul Taboufoué et de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Entre les supporters des Lions indomptables et leur équipe, c'est une histoire d'amour. Alors qu'ils savaient que le match Cameroun-Mozambique programmé au stade de la réunification de Douala allait se jouer à huis clos, ces supporters n'ont pas hésité à se mobiliser devant le stade pour encourager l'équipe. Chantant et dansant, vêtus de couleurs vert, rouge et jaune, pour beaucoup d'entre eux. Perchés sur les balcons ou alliés derrière le cordon de sécurité, les fans des Lions indomptables ont tenu à vivre de l'extérieur le retour de cette sélection au stade de la réunification en match officiel, 22 ans après le dernier. Je suis venu parce que je viens encourager et supporter nos enfants. Oui, et notre pays, vraiment, en tant qu'une maman, quand tu envoies l'enfant et que l'enfant est dans un spectacle, il voit ses parents, ses frères et sœurs, il est content. Il fallait nous laisser même respecter nos couleurs, entrer là-bas pour les encourager. Nos talentueux, dans tout le monde entier, partout ils vont, sur le fan club. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer, pour supporter nos enfants, nos étoiles, pour les encourager d'aller de l'avant. Vous savez comme moi que le Cameroun c'est une terre de football. C'est une nation qui connaît le football, qui veut le football. Et nous en tant que fans éternels de football, nous voulons le football, nous voulons le retour du ballon. Que ce soit le championnat, que ce soit les Lions. Moi je pars particulièrement de Yaoundé pour le match. Je suis dehors. Je ne peux pas me tuer pour ça. Je sais que je me suis déplacé parce que je voulais suivre les Lions. Je voulais vivre le match de football. Bravo le Cameroun, bravo les Lions. 22 ans après, les Lions indomptables étaient de retour au stade de la réunification de Douala pour un match officiel à huis clos. Mais vous pouvez le constater, les supporters ont tenu à arriver ici, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir accès au stade de la réunification, aux tribunes du stade de la réunification de Douala. L'amour entre les Camerounais et leur sélection nationale, quels que soient les déboires, demeure finalement. Et on a pu le constater ici, en ce jeudi 12 novembre 2020, qui restera peut-être historique parce que le stade de la réunification de Douala, rénové, recevait les Lions indomptables du Cameroun 22 ans après. Et peut-être témoin de l'histoire aussi pour Equinox Télévision, Raoul Taboufoué, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Et signalons donc, on précise que les Lions indomptables du Cameroun ont battu la sélection du Mozambique sur le score de 4-1. Un match comptant donc pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, on va continuer avec le sport, avec cette actualité développée par Sylvestre Hippolyte Zangaou, c'est-à-dire ces nombreux supporters inconditionnels, on va même le dire comme ça, des Lions indomptables qui sont venus
s'amasser, on va le dire ainsi, autour du stade de la réunification pour suivre les exploits de leurs champions. Même comme ils n'ont pas eu accès au gradin, on va le dire, c'est quand même... on va analyser ça, cet amour pour leur équipe nationale. C'est ce titre qui sera développé dans la deuxième partie Equinox Soir. Bonne soirée à vous, Nadine Nyambou. Bonne soirée à vous, Saint-Jalin. Rendez-vous vendredi. 20h. Madame, monsieur, dans